Est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu préfères avoir raison? Moi, j'ai un truc qui me drive, c'est j'ai pas envie de perdre. Tu vois, c'est la peur de l'échec. Plus que l'envie de gagner. Jusqu'il y a peu, il y avait cette peur de fou de je dois faire en sorte que Binfluence ne soit pas une défaite. De démontrer que on n'est pas juste une agence d'influence. On est l'agence d'influence la plus créative d'Europe. Je pense que les gens qui parlent le plus ou crient le plus sont souvent ceux qui sont le plus insécures. Ah, on a trop bossé, on a trop chié. Moi, la porte de sortie, je veux qu'elle soit la plus grande possible et la plus illuminée possible. Je connais plein aussi d'entrepreneurs qui ont eu des propositions d'exit, qui les ont refusées, et après le marché s'est complètement retourné. C'est à combien, tu vois, que tu estimeras que le regard des autres n'est plus important et que tu sais de la boîte? La grande question. Thomas m'a proposé du vin, en plus, au déjeuner, ce qui m'arrive jamais, parce que peut-être j'ai pas l'air assez fun. Mais moi, dans mes déjeuners prêts, je prends que de l'eau, et toi, tu m'as proposé du pinard, quoi. Bah ouais, mais après, je te connais au dîner aussi. Au dîner, tu dis jamais non pour du pinard. Et puis, non, mais t'inquiète. Après, nous, c'est normal le vin au déj dans la com. Ah ouais, c'est Bah vrai. ouais, À chaque déjeuner pro, tu ouais, prends du après, pas des tailles, hein, mais genre un verre ou deux. Et ouais, je sais pas. C'est dans les mœurs. Ah, mais ça, c'est le côté belge, toi. C'est obligé. Ah, en Belgique, c'est des bières. Ah oui, c'est vrai. Mais en fait, je sais jamais parce que Thomas, quand on s'est rencontrés, au début, j'ai cru qu'il était belge parce que sa boîte Binfluence a démarré à Bruxelles. Ouais. Donc et puis, même au démarrage, j'ai cru que tu avais un petit accent belge alors que pas du tout. Ah non, j'espère pas. Et après, j'ai capté que tu étais français. Ouais. Et là, ce midi, j'ai appris que tu étais allemand. Ouais, c'est fou, ça fait 3 ans qu'on se connaît. Punaise. Et comme quoi, tu vois, il y a plein de surprises à chaque c'est fois. Donc la vérité, c'est quoi? C'est que je suis franco-allemand. Franco-allemand. Voilà, moitié français, moitié allemand, 0% belge, mais j'ai habité en Belgique. Ok. Et c'est quoi le trait de caractère que tu as pris de l'Allemagne? Je pense mon amour pour le foot. Parce que tu vois, moi j'ai 4 étoiles sur le maillot et pas seulement 2. Ok. Tu supportes l'Allemagne quand il y a des Bien Coupes du Monde? sûr, ouais. Non. Ouais. Oh, le traître. Ouais, et franchement, c'est pas ouvert au débat. C'est-à-dire Ok. qu'en sport, c'est d'abord l'Allemagne et ensuite la France. Et ouais. Mais attends, mais c'est dingue. Après, c'est normal. Enfin, c'est mon père qui regarde le foot. Ouais, Mon d'accord. père étant allemand, moi j'ai grandi avec l'Allemagne. Ok. Voilà. Donc tu dois te sentir un peu seul quand tu regardes un match de foot de Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde en France. Quand c'est France-Allemagne, un peu. Après, si c'est France versus le reste du monde, évidemment, je suis pour la France. Ok, bien sûr. Ok, quand même. Un minimum. Ah oui. Ok. Et qu'est-ce que tu as appris de la France? Je pense mon amour pour la bouffe. Pour la cuisine, même, d'ailleurs. Tu cuisines toi? Ouais, je cuisine, j'aime bien cuisiner. Et puis, j'adore manger. Donc, voilà. Ok. Et de la Belgique? Ton amour La pour Belgique- l'alcool? Ouais, j'allais le dire. Mon amour pour la bière, ouais. C'est vrai? Ouais, Ok. ouais. Ouais. C'est vraiment. T'as le sentiment que, notamment les after-work en Belgique, il y a plus de consommation d'alcool qu'en France? En fait, je pense que j'ai un point de vue biaisé parce que, ayant fait mes études supérieures en Belgique, à Bruxelles, en école de commerce en plus, je pense que notre univers tournait autour de l'alcool. J'ai pas connu les fêtes d'études supérieures en France, mais j'imagine que les gens boivent tout autant. C'est juste que nous, on a un rapport qui est très, très bière et pas du tout alcool fort. Et donc, on peut boire beaucoup, beaucoup de bière. Ce qui fait que dans l'absolu, ça te paraît énorme, mais en fait, je pense qu'en degré d'alcool, ça doit s'équivaloir, quoi. Bien sûr. Ouais, en fait, effectivement, c'est juste qu'ils vont plus pisser la nuit que Ouais, nous. Mais c'est ça. la réalité, ils sont pas plus alcooliques qu'un Français qui boit du pinard. Je pense pas. Après, il faudrait faire un test, quoi. On prend des Belges, des Français, on les enferme dans une pièce et on voit ce qui se passe, quoi. Ouais. Bon, t'as un bon bench, hein, parce que du coup, la majorité de ton équipe est à Bruxelles, hein, si je me Ouais. trompe pas. Ouais, ça a 30 personnes à Bruxelles. 30 personnes à Bruxelles et une quinzaine à Paris. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, le bureau qui va le plus grandir, c'est lequel? Ce qui va le plus grandir, ça va certainement être la France. Tout simplement parce que marché beaucoup plus grand et puis industrie de l'influence qui est plus mature également. Mais après, tu vois, aujourd'hui, c'est encore le marché belge le plus gros. Mais voilà, je pense que d'ici 2026, ça va être 50-50. Et puis après, forcément, mécaniquement, la France va à un moment dépasser la Belgique. Ouais, bien sûr. Avant que je te présente, est-ce que tu peux me dire en une phrase ce que c'est le marketing de l'influence? Le marketing d'influence, c'est un canal marketing, déjà, c'est pas autre chose que ça. Et c'est un canal marketing où en fait, on va aller transmettre et partager des messages de marque à travers des créateurs et des créatrices de contenu à destination de communautés.
Et juste pour illustrer un peu le propos, beaucoup de gens pensent que l'influence, c'est une marque qui parle à des créateurs de contenu. Non, c'est pas ça. L'influence, c'est une marque qui va parler à des publics cibles à travers des créateurs de contenu. Donc le client final, le destinataire final de toute campagne d'influence, ce sont les utilisateurs. Donc toi, moi, les gens sur les réseaux sociaux, quoi. Et donc, tu peux donner un exemple concret, par exemple, avec une de tes marques sur. Ouais, bah par exemple, tu vois, on est l'agence d'influence de Carrefour. Et ben Carrefour, ils ont plein de campagnes pendant l'année par rapport à des promos, des lancements de produits, des nouvelles gammes qui rentrent, etc. Et donc, sur une campagne pour, je sais pas moi, un nouveau jus de fruits de la gamme Reflet de France qui sort, on va faire une campagne d'influence, on va demander à des créateurs de parler d'une certaine manière du jus de fruits pour aller intéresser les communautés, quoi. Ok, très clair. Tu vois, même moi, j'ai mieux compris. Ouais, Je savais ni ta nationalité, ni ce que tu faisais. Enfin, je ne sais pas pourquoi je t'ai invité, d'ailleurs. Alors, mon cher Thomas, je vais te présenter. C'est ta première boîte, B-Influence, que tu as fondée en sortie d'école de commerce. Et pourtant, à 29 ans, tu diriges l'agence marketing à la plus forte croissance en Europe. Donc, tu gagnes d'ailleurs tous les classements, tu les partages souvent sur LinkedIn. Voilà, donc avec ton associé, tu as lancé ça depuis un local technique de ton école de commerce. Ouais. Vous aviez aucune expérience dans la pub, encore moins dans le milieu de l'influence, même si, bon, c'était votre génération, donc vous compreniez les codes, j'imagine. J'espère. Mais en tout cas, vous aviez une envie claire, c'était tout construire de zéro. Ouais. Et 5 ans plus tard, vous êtes 45 salariés entre Paris et Bruxelles. Vous visez 10 millions, vous avez fait 6,5 je crois en 2024, et vous visez entre 10 et 12 millions de chiffre d'affaires en 2025. Ouais. Donc c'est une énorme croissance en effet. À 29 ans, c'est assez impressionnant. Et 15 000 créateurs activés dans plus de 25 pays. Mm-hmm. Donc c'est une boîte qui est tout de suite internationale. Ouais, exactement. D'ailleurs, le vrai nom de la boîte, c'est B-Influence Europe. D'accord. Voilà. Et donc c'est 25 pays européens ? Ouais, et aussi de temps en temps aux États-Unis maintenant. Ok. Mais je suis intéressé, on va en parler parce que je crois que ton papa est ambassadeur, non ? Non, il n'est pas ambassadeur, mais il est diplomate. Diplomate, voilà. Donc j'imagine que vous avez voyagé partout dans le monde et que un peu, ouais. Tu dois avoir une culture internationale assez marquée. On va en parler parce que ça m'intéresse de comprendre aussi, tu vois, comment est-ce que ton parcours parfois peut t'aider à aller conquérir des marchés à l'ailleurs parce que c'est ta culture, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, l'agence la plus rapide d'Europe selon le Financial Times, la 5e au monde selon Adweek. Et puis rien que cette année, vous avez remporté deux appels d'offres à 4 millions d'euros avec des clients prestigieux comme Peugeot ou Carrefour. Mais tout n'est pas rose, hein, Thomas, quand même. Bien sûr que non. Vous avez cumulé plus de 10 millions d'euros d'appels d'offres perdus. Ouais. De quoi on va parler, voilà, de comment est-ce qu'en tant que dirigeant, on se remet d'échecs comme ça. C'est pas évident non plus d'avoir du leadership et de l'assumer quand on a moins de 30 ans et qu'on a une équipe aussi grande à gérer. Pas facile non plus d'être engagé, parce que tu es quelqu'un d'engagé dans un milieu considéré par beaucoup comme bullshit, un peu, le milieu de la pub, de l'influence. Donc voilà, donc toi, t'es un jeune leader qui doute, qui chute, mais qui se relève. C'est ce que j'apprécie chez toi. Et du coup, notamment sur l'engagement, tu vois, vous avez réussi à garder quasiment tous vos salariés. On a quasiment aucun qui est parti, hein, qui sont assez impressionnants. Vous décidez de reverser 1% des revenus des campagnes à des associations. Tu as lancé un programme qui s'appelle Be Good. Voilà, et donc les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est justement les thèmes de ton leadership précoce, voilà, et le syndrome de l'imposteur, comment est-ce qu'on fait oui. Il confirme. Le sujet de l'ambition, justement, et ton ambition et celle peut-être de notre génération d'entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions sur l'équipe de vie, l'équipe pro-perso. Je sais que tu as des convictions là-dessus, donc on va en parler. La quête de reconnaissance entre l'ambition et la pression. Voilà, quand est-ce que tu sauras que tu as réussi, quand tu as déjà ce niveau de succès. Et puis, on terminera aussi peut-être par l'influence avec conscience. Donc voilà, comment est-ce qu'on concilie du vrai business et potentiellement un impact social? Est-ce que c'est forcément du bullshit? Est-ce qu'on trouve des endroits où ça a du sens? Ça te convient comme programme? Très bien, c'est parfait. Merci beaucoup pour l'intro. Mais écoute, je te pose la question pour démarrer que je pose à tous mes invités. C'est quand la dernière fois que tu t'es senti à poil et sans filet, Thomas? C'est une très très bonne question. Je pense que récemment, ça m'arrive moins. En fait, ça m'arrive, mais voilà, sur des sujets qui ne sont pas partageables ici. Mais ce que je remarque, c'est que toutes les fois où je me suis senti à poil et sans filet, c'était des premières fois. Et je pense que c'est un vrai truc chez moi, mais je pense chez beaucoup de gens, de se dire, mais en fait, la première fois, qu'est-ce que je fous là? Quand la première fois que j'ai donné une interview, la première fois que j'ai tourné un podcast, la première fois que j'ai donné cours, la première fois que j'ai pitché devant un client, c'est des moments de
vertigineux, quoi. Où je me sens vraiment, pour le coup, tout nu et sans aucun filet de sécurité. Ok. Et qu'est-ce qui se passe pour toi dans ces moments-là? T'as l'impression que tu n'as pas assez confiance en toi pour réussir un nouveau défi? C'est quoi le truc? Ouais, aujourd'hui, j'arrive à le contrôler mieux parce que je peux me dire, ah, mais ok, mais t'as déjà fait ça et ça comme première fois, et à chaque fois, ça a plutôt été. Et même quand ça n'a pas été, les deuxième et troisième fois, ça a été, donc quelque part, c'est pas très important et pas très grave. Mais oui, avant ça, j'étais énormément dans un truc de qu'est-ce que je fous là, et pourquoi, et tu vois, tu le disais juste avant, syndrome de l'imposteur, qui je suis pour être là, qui je suis pour être dans cette position, je suis pas assez prêt, je vais être ridicule, etc., quoi. Ah, c'est fou. Ouais. Ok. Et c'est marrant parce que on pourrait avoir l'impression, notamment sur LinkedIn, tu partages beaucoup de vos victoires, beaucoup de vos remises de prix, etc. Je pense que, et moi qui te connais bien, je vois vachement le décalage entre ta communication qui est très conquérante, on va dire, tu vois, et qui tu es, qui est quelqu'un, je trouve, de très authentique et assez vulnérable. Après, bon, sur LinkedIn, c'est biaisé quelque part parce que on a plus de victoires que de défaites en ce moment, mais dès qu'on a des défaites, j'essaye de les partager aussi, tu vois, et même dans les posts un peu glorioles, un peu grande gueule, genre les résumés et tout, tu vois, je mets qu'on perd des appels d'offres, qu'on perd des millions d'euros d'appels d'offres, qu'il y a des choses qui vont pas, qu'on fait des erreurs, etc. Mais tu sais, c'est toujours ce qu'on dit, hein, les gens qui rigolent le plus sont souvent les plus tristes. Je pense que les gens qui parlent le plus ou crient le plus sont souvent ceux qui sont le plus insécures. Et moi, j'ai pas de problème à dire que j'ai pas confiance en moi et que je suis quelqu'un qui est relativement insécure par rapport à des aspects fondamentaux de la vie. Voilà. Sur quoi tu t'es insécure, tu dirais? Tu vois, sur pareil. Tu m'as donné chaud, j'enlève mon direct. Truc direct. Il est parti à poil les enfilés. Let's go. Direct. Non, mais tu vois, le syndrome de l'imposteur, avoir confiance en mes capacités, en mes qualités, c'est un truc que j'ai mis du temps à apprendre. Et je pense que c'est quelque chose dont j'arriverai jamais complètement à me défaire. Et donc, pour contrecarrer ce manque de confiance, j'essaye de me rassurer moi d'abord, et puis indirectement les autres, tu vois, en mettant nos réussites, en mettant ce que j'ai réussi à faire, les victoires, les succès, etc., quoi. Mais... À pousser la machine. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est important d'avoir les deux. Parce qu'il y a aussi un truc, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, et alors ça dépend pour qui, mais notamment pour les femmes et notamment pour les jeunes entrepreneurs, où il ne faut pas avoir peur de, son ambition, et 2, de ses succès. Genre, on n'est pas entrepreneur pour être 100% humble. Tu vois, c'est pas des trucs qui marchent. Donc, à un moment, il ne faut pas essayer de cacher non plus quand tu es content, quand tu as envie de montrer au monde que tu as réussi un truc, ou quand tu as envie de dire que tu es le meilleur et qu'en fait, ton objectif, c'est de dominer le monde, tu vois. Donc voilà, je pense que c'est un équilibre à avoir comme pour tout d'ailleurs. Ok, donc en gros, tu assumes de vouloir être le meilleur. Ouais. Tu assumes de vouloir tout casser avec ta boîte. Et en même temps, tu assumes aussi que tu as un paquet de trouilles dans plein d'aspects de ta vie. Ouais. Sur le plan professionnel, c'est quoi par exemple le truc dont tu as le plus peur? Mais avant ça, j'aimerais remercier mon partenaire Magma. C'est une newsletter business qui est propulsée tous les vendredis par Orso Media. J'adore Magma parce que elle me permet d'avoir des nouvelles idées de business ou de détecter des tendances de marché. Par exemple, ils proposent des idées de startups qui ont cartonné à l'étranger que vous pouvez lancer en France, ou vont te donner des analyses concrètes, précises, détaillées d'un nouveau marché en explosion en ce moment. Et puis plein d'autres rubriques qui parlent de tech et d'innovation. Voilà, Magma, c'est aussi une communauté avec des WhatsApp très actifs que vous pouvez retrouver pour vous entraider, pour recruter, pour tester des nouveaux produits, pour lancer votre startup. Voilà, donc il y a une vraie entraide et beaucoup de communication sur le groupe. Je trouve ça vraiment chouette. Et puis surtout, c'est plus de 1500 abonnés payants aujourd'hui, avec plus de 230 éditions qui sont sorties, des centaines de sujets traités, plus de 700 je crois. Et puis surtout des lecteurs qui sont des entrepreneurs ou des investisseurs reconnus, comme Xavier Niel, comme Jean de la Roche-Brochard ou comme Mathieu Stéphanie. Donc voilà, si vous voulez les rejoindre, Magma, vous pouvez utiliser mon code qui s'appelle Bootstrap50, donc BOOTSTRAP
BOOTRAP50, Bootstrap50, pour vous abonner à la newsletter Magma. N'hésitez pas et à bientôt. En général. Que pour X ou Y raison, Bean implose. Tu vois, je pense que jusqu'il y a peu, ma plus grande peur, c'était juste que ça ne marche pas. Aujourd'hui, on a dépassé un peu ce stade, tu vois, de la zone de la mort imminente où la moindre erreur peut être fatale. Et donc, j'ai plus cette peur de tout disparaît, mais maintenant j'ai peur que ça explose ou ça implose avant d'arriver à notre ambition, ce qui me ferait chier. Donc ça, c'est ma plus grande peur. Et puis, j'ai peur, mais quelque part, c'est 100% naturel. Donc je suis un peu, voilà, j'ai un peu le cul entre deux chaises par rapport à ça, mais j'accorde beaucoup d'importance à l'équipe et aux personnes avec qui on vit l'aventure Bean. Tu vois, c'est une immense fierté d'avoir si peu de turnover. C'est une immense fierté de voir que tous nos premiers employés sont encore là avec nous aujourd'hui et qu'en fait, c'est aussi leur boîte, c'est aussi leur aventure, etc. Et je pense qu'il y a une partie de moi où je serais triste si, genre, le succès, on va dire, final de Bean n'est pas vécu aux côtés des gens avec qui on a vécu le début et toute la première partie de l'aventure, quoi. Ça te fait peur de... Parce que moi, tu vois, ma conviction, c'est que c'est inévitable. Dans toutes les boîtes, même les boîtes les plus stylées, et d'ailleurs, c'est probablement sain, c'est même sain. On dit, tu vois, dans les ESN, le turnover de 20 ou 25% de salariés par an, c'est évidemment une catastrophe et ça coûte des millions d'euros. Mais on te dit qu'en dessous de 5% de turnover, c'est pas ça non plus, parce que ça veut dire probablement que si tu as de l'ambition, tu gardes des gens qui sont plus à la bonne place, tu vois. Je sais pas. Je sais pas si je suis d'accord avec ça. Je pense que nous, alors peut-être qu'on a un cas très, très particulier de ça grandit tellement vite que on recrute. En fait, on n'a pas ce problème de renouvellement de la team. Parce que le renouvellement, il se fait par l'agrandissement de l'équipe. En fait, à chaque fois qu'on recrute, on se dit de quel type de profil on a besoin. Et c'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin de profils dont on n'avait pas besoin il y a un an et qui sont encore différents de ceux dont on avait besoin il y a 4 ans. Mais tu vois, sans l'équipe, nous, on serait rien. C'est pas comme si Boris, donc mon associé et moi, on était des codeurs de génie à la Larry Page et Sergey Brin qui avaient inventé Google. En fait, c'est la tech le truc et tout le monde gravite autour de la tech, tu vois. Et la tech, personne peut te la sortir des mains. Nous, déjà, on connaissait rien à l'influence. Donc, on n'a rien inventé. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est du service, c'est du jus de cerveau. Et c'est pas du tout que nos cerveaux à nous. Et en fait, donc, le succès de Bean, il est intrinsèquement lié à la team qui représente Bean. Et quelque part, ouais, je trouverais ça dommage que des gens qui ont autant donné pour faire de Bean ce que c'est aujourd'hui ne profitent pas de la fin de l'histoire ou qu'ils en profitent de loin. C'est quoi, peut-être complètement naïf, tu vois. C'est qu'un jour, forcément, on va vendre. Tu vois, on va pas amener une agence d'influence en bourse. On va pas rester indéfiniment entre deux eaux parce que même si c'est une expérience magnifique et tout ce que tu veux, c'est pas non plus, je pense, l'influence, c'est pas l'industrie de ma vie. Je pense que Bean, c'est pas la boîte de ma vie non plus. C'est ma première boîte et c'est incroyable, mais ouais, tu vois, c'est le côté. C'est le côté. Ça, c'est pas le côté allemand, ça. Je fais signe à Thomas parce que il parle avec les mains et du coup il cogne un peu et ça peut se répercuter sur le son. Mais désolé. J'essaie mais je parle énormément avec les mains. Oui, c'est marrant, ouais. Mais tout le temps. Il y a un petit côté italien, c'est sûr. C'est sûr. Mais donc c'est pas la boîte de ta vie. Voilà. Tu sais que donc à un moment, il va y avoir une fin. Ouais. Et on espère que la fin sera la plus belle et la plus grande et la plus grosse possible. Et cette fin, j'ai envie qu'on la vive ensemble. Et c'est peut-être complètement naïf de ma part, mais voilà. Ok. T'as envie de... Quand tu auras le feu d'artifice, t'as pas envie de le regarder tout seul. Ouais. J'ai pas envie de le regarder que avec des gens qui seraient arrivés il y a 2 ans et qui ont peut-être apporté énormément, mais qui n'étaient pas là quand on n'était rien ni personne, quoi. Déjà, je trouve ça très authentique de ta part de dire que c'est pas la boîte de ta vie. C'est quelque chose que tu partages avec ton équipe aussi et que tu es capable de dire. Ouais. Tout le monde le sait. Les gens sont au courant. J'ai aucun problème à le dire. Je pense qu'une vie est suffisamment longue de toute façon pour pas qu'elle soit mono-entreprise ou mono-aventure, et heureusement. Voilà, et puis je dis ça maintenant. Peut-être que dans 5 ans,
on se refait un épisode et je serai ah ouais, mais en fait, j'adore, il y a encore plein de trucs à faire avec Bean et on est reparti pour un tour, tu vois, peut-être. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis à l'aise avec cette réalité. C'est super bien parce que je trouve que vraiment, déjà, c'est un truc que je sais pas pourquoi il y a une espèce de tabou souvent autour de ça. Des entrepreneurs qui osent pas dire ah non, j'aurais envie de faire autre chose à un moment donné, mais évidemment, en fait, c'est un secret de polichinelle. Bah oui. Mais non, c'est super bien que tu l'assumes. Et puis, je suis jeune aussi, tu vois. Et mine de rien, Bean, ça va faire 6 ans cette année, depuis 2019. Mais en fait, nous, on a commencé le projet en 2017 avec donc Boris et avec un troisième associé à l'époque qui s'appelle Quentin. On était amis et puis on était encore étudiants. Donc voilà, on a fait 2 ans un peu comme ça. Et puis ça a vraiment lancé en septembre 2019 quand on a décidé de continuer avec Boris. Mais mine de rien, si on prend depuis vraiment le tout début en 2017, tu vois, 2025, ça va faire 8 ans bientôt. Dans 2 ans, ça fait 10 ans. C'est fou. C'est énorme, tu vois. Et après 10 ans de boîte, je n'aurai que 31 ans. Et donc, je me vois pas faire 40 ans dans la même boîte. Tu vois, donc je pense qu'il y a ce truc de, même si c'est pas la boîte de ma vie, j'y laisse quand même, pour l'instant, une grande partie de ma vie. Ouais. Voilà. T'as le problème des gens qui sont en couple et qui ont fait leur première fois avec leur femme ou leur mec, quoi, qui se posent, je pense, toute leur vie la question de est-ce que ce serait mieux à côté, et voilà, et qui aiment bien parfois aussi se dire bah non, peut-être que je ferai pas toute ma vie, machin, et qui parfois ils mettent plus de temps à se marier d'ailleurs parce qu'ils disent attends, si je m'engage, après c'est fini, je peux plus voilà, avoir cette carte de joker, quoi. Tu ferais quoi, toi, si tu faisais autre chose, tu ferais quoi? J'aimerais énormément faire relancer une entreprise dans la santé. Voilà, santé. Pour l'instant, tout ça est flou et de toute façon sera sujet à comment est le monde et comment sont les opportunités le jour où l'aventure Bean se termine pour moi. En tout cas. Mais ouais, c'est un truc qui m'a toujours énormément touché, d'un point de vue familial, personnel, etc. Et je me vois bien faire quelque chose là-dedans. Et alors, tu vas rigoler, mais bon, c'est comme les cheveux lisses et les cheveux crôlés. Tu vois, Beanfluence, on a fait une petite levée de fonds, on est rentable, et donc quasi bootstrap, rentable, on grandit très vite, mais en fait, on fait attention à la croissance, tout ça est maîtrisé. La boîte dans la santé, j'ai envie de péter un câble, tu vois. Genre, c'est grosse levée, on attache ses ceintures, on monte dans la fusée, et au pire, ça explose en vol, et c'est pas grave, on recommence, tu vois. J'adore. Donc, ok. L'adrénaline et puis le fait de pouvoir faire un truc gros tout de suite. Après, c'est vrai que de toute façon, ta boîte n'a pas besoin de lever de fonds aujourd'hui, Beanfluence. Non, il n'y a pas besoin de lever de fonds. Mais le nombre de fois où on s'est dit avec Boris, purée, t'imagines, on aurait levé là, genre 1 ou 2 ou 3 millions. Comment on n'aurait pas regardé la trésorerie là toutes les semaines? Comment on pourrait claquer de la thune dans des trucs qu'on se permet pas de faire parce que faut maîtriser tout ça. Je pense que c'est une liberté, quoi, de lever. Et d'un autre côté, c'est un enchaînement à des VC, à des choses qui te dépassent, à lâcher parfois beaucoup de capital, enfin bref. Bien sûr. Et là aujourd'hui, en fait, vous avez quoi là? Vous avez lâché quoi, 10%, un truc comme 10%, ça, non? 10% qui sont donc à nos investisseurs. Et on a mis 5 et ça va monter jusqu'à 10% en plus pour l'équipe. D'accord. En BSPCE, comme on dit. Ouais. Ok. Oui, donc les BSPCE, c'est donc là 10% d'invest, 10% pour l'équipe, c'est bien parce que sans avoir de perspective d'exit claire, je trouve que ça n'a aucun sens de donner du capital. Bien sûr. Ou alors, tu veux distribuer des dividendes et faire une PME qui crache de l'argent, mais en général, c'est des cycles au bout de plutôt effectivement 10 ans de boîte, 10-12 ans de boîte, mais qui pourrait être ton cas presque, mais la vérité, c'est que ça a commencé plutôt il y a 5-6 ans, quoi. Déjà, et même si on est rentable et que voilà, on fait des beaux bénéfices, on les réinvestit dans la croissance. En fait, on se verse pas de dividendes. Et je trouve que pour les employés, c'est un peu mensonger de leur sortir le discours de oui, on vendra jamais, mais vous inquiétez pas, vous aurez des dividendes. Frérot, quand tu touches les BSPCE, déjà, on va pas rentrer dans les détails logistiques du truc, mais enfin, tu connais, c'est pas non plus une BSPCE égale une part directe, avec tous les droits et les obligations qui vont avec. Mais une BSPCE, pour ceux qui connaissent pas, c'est bon de souscription du capital de l'entreprise. Et donc, en fait, c'est un droit d'acheter à un prix déterminé maintenant
dans tard. le futur. Ouais, Voilà. Donc c'est ça. vous êtes en aucun cas actionnaire. Vous avez juste le droit d'acheter plus tard Ouais. à un prix défini à l'avance. Ouais, C'est tout. c'est ça. Et donc, tu touches pas de dividendes. Tu vois, quand tu es employé, et même si tu touchais des dividendes, les BSPCE, c'est pas comme si chaque employé recevait 5 ou 10%. Donc, en fait, c'est peanuts, quoi. Donc, non, nous, on a dit aux employés à qui on a donné des BSPCE et à qui on compte donner des BSPCE que c'est dans une optique très claire de le jour où on vend Binfluence, eh ben, tout le monde est gagnant. Tu vois. Et en fait, ce jour-là, la quantité de BSPCE que les employés auront sera significative par rapport au prix de vente. Tu vois. Très clair. Moi, je trouve ça, c'est fait. Enfin, en tout cas, c'est logique, tu vois. Ouais. Je te pose une question provoque, du coup, mais pourquoi tu vends pas maintenant? Si tu sais qu'un jour, ce sera une boîte dans la santé, forcément, c'est comme, voilà, c'est ta première boîte, tu te projettes encore évidemment des années, mais tu sais que ce sera certainement pas la dernière. Pourquoi t'arrêtes pas tout maintenant? Parce que j'en ai pas envie, déjà, et je pense qu'à un moment, c'est aussi une question d'envie. Et parce que j'ai pas l'impression qu'on est arrivé là où j'ai envie qu'on arrive. Et on en parlait un peu en off, mais moi j'ai un truc qui me drive, c'est j'ai pas envie de perdre. Tu vois, c'est la peur de l'échec, plus que l'envie de gagner. Tu vois, j'adore gagner, je déteste perdre. Et jusqu'il y a peu, il y avait cette peur de fou de je dois faire en sorte que Binfluence ne soit pas une défaite. Mais attends, dans aucun œil extérieur, Binfluence est un échec. Aujourd'hui. Mais il y a 5 ans, personne croyait en nous. Tu vois, il y a 4 ans, peu de gens croyaient en nous. Il y a 3 ans, les gens commençaient à dire que Bin, ok, ça décolle un peu, mais en fait, c'est une tendance et ils vont se cracher. Tu vois, et il y a 2 ans, les gens étaient là, ouais, ok, ils font les azous sur LinkedIn, mais en fait, c'est pas sérieux, tu vois. Et aujourd'hui, on en est là où on en est, et je suis sûr que tu vas trouver plein de gens dans la rue ou sur LinkedIn qui vont dire, ouais, mais en fait, ça va jamais monter plus haut. Et en fait, ces gens-là, j'ai pas envie de leur donner raison. Déjà. Okay. Déjà. Et en fait, pour moi, j'ai pas envie de me dire que j'ai échoué. C'est fou, c'est hyper fort comme mot, je trouve. Ouais. Et donc, au début, échouer était égal mort de la boîte. Mort du projet, puis mort de la boîte. Et il y a des fois où on n'est pas passé loin. Et donc, ça m'a drivé. Et aujourd'hui, échouer, pour moi, ça veut dire ne pas atteindre le plein potentiel de Bin. Ne pas réaliser le potentiel de Bin. Et quelque part, c'est si on vend aujourd'hui, c'est un peu prendre la petite porte de sortie. Non. On a trop bossé, on a trop chié. Voilà, la porte de sortie, je veux qu'elle soit la plus grande possible et la plus illuminée possible. Tu vois. Pour me montrer à moi qu'on a réussi, tu vois, et qu'il n'y a pas de regret, et puis pour montrer aux autres aussi qu'on a réussi et qu'il n'y a pas de regret. Et puis il y a un truc très froid ensuite, pour terminer, parce que tout n'est pas que sensation, la voie, pour l'instant, elle est à peu près dégagée. Donc en fait, le sommet, tu vois, il est en vue, et franchement, il est haut, et donc ça serait dommage, et entre guillemets un peu bête, d'arrêter aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas de risque systémique en vue, et que par contre, le potentiel en vue est encore beaucoup plus haut que l'état actuel de l'entreprise, quoi. Ouais, mais ça, c'est un jeu... D'ailleurs, ce dont on parle, en fin de compte, c'est d'argent, quand même, en particulier. Hein. Ah oui. Je veux dire, c'est un jeu infini. Tu vois, tu pourrais très bien te dire, le jour où tu fais 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu pourrais très bien te dire, attends, j'ai pas atteint le plein potentiel, et continuer un truc, alors que, par exemple, peut-être qu'à ce moment-là, tu seras complètement désaligné de ta boîte. Tu n'auras plus envie de faire ça, tu n'auras plus envie d'être CEO. Tu vois, je pense à Guillaume de l'Empire, ouais. Qui est quelqu'un, parce que... tu vois, c'est quelqu'un qui se fait mal, qui est dans l'effort, etc., mais qui s'est rendu compte à un moment donné qu'il était plus bon pour être CEO, qu'il était meilleur pour être créateur de contenu. Et du coup, il passe beaucoup de temps sur YouTube, il passe beaucoup de temps à faire du coaching en interne ou à faire du marketing pour la boîte. Ou, voilà, il s'est recentré sur ou des acquisitions, il s'est recentré sur les endroits où c'est créatif. Et il a passé la main de toute la direction opérationnelle et tout le management
à Charles, qui est le CEO, tu vois. Et du coup, vraiment, il a pas mis d'ego. Et je trouve que d'ailleurs, il y a plein de boîtes où le fondateur devient le goulet d'étranglement parce qu'il reconnaît pas qu'il n'est pas capable d'évoluer, tu vois. Ouais, de ouf. Donc, t'en penses quoi? Alors déjà, c'est hyper important de se poser la question. Moi, je me pose régulièrement la question de est-ce que je suis encore la bonne personne, tu vois. Et l'exemple de Guillaume, il est intéressant parce que déjà, je pense que Guillaume, il a atteint ce qu'il avait envie d'atteindre. Sinon, il ne se serait pas posé ces questions-là, je pense. Et ensuite, il est sorti, mais il n'a pas disparu non plus. Tu vois, donc il garde quand même un truc de si j'ai envie de faire des acquises, je suis là. Si j'ai envie de donner des conseils à Charles, je suis là. Si j'ai envie de continuer à représenter l'Empire en conférence ou n'importe quoi, je peux être là. Donc tu vois, c'est pas comme s'il avait tout lâché. Représenter l'Empire quand même. C'est fort hein, comme phrase. C'est fort le mec. Je me suis pas rendu compte qu'il était quand même. Il est trop fort, Guillaume. Donc voilà, et moi, intimement, j'en suis pas encore là. Je pense que Guillaume, il a atteint sa définition du succès. Ce qui lui a permis ensuite de prendre du recul et de lâcher ce qu'il avait envie de lâcher. Moi, j'ai pas atteint encore ma définition du succès. D'un point de vue très chiffre, déjà. Et puis d'un point de vue crédibilité de Bein et de l'influence aussi, quelque part, par rapport au marché. J'ai une envie, et c'est une envie du reste de l'équipe, de démontrer que on n'est pas juste une agence d'influence. On est l'agence d'influence la plus créative d'Europe. Et donc ça veut dire aller gagner les plus grandes compétitions créatives du monde. Et ça veut dire continuer à positionner l'influence comme un canal qui peut être extrêmement créatif. On en parlera juste après, mais l'influence, elle n'a pas encore 100% bonne presse. Hein. Déjà aux yeux du grand public, mais aussi dans le microcosme qu'est le monde de la pub. Et donc Pourquoi ? de nouveau... parce que les gens se disent en fait c'est simple, ou en fait c'est du grand n'importe quoi, ou en fait il n'y a pas de créa, il n'y a pas de strat, il n'y a pas de réflexion. C'est juste un influenceur qui prend un produit voilà, et qui fait sa com et maintenant ce sera fait par l'intelligence artificielle, c'est pas authentique. Voilà, exactement. Ou c'est pas réfléchi, ou rien. Bon, ok. Moi j'ai pas envie de perdre, j'ai envie de gagner, et j'ai pas envie de gagner à n'importe quel prix. J'ai envie de gagner avec la manière, de nouveau. Donc c'est la manière vis-à-vis de l'équipe, puis c'est la manière vis-à-vis du marché. Mais tu es prêt à accepter le fait que, tu vois, je connais plein aussi d'entrepreneurs qui ont eu des propositions d'exit à un certain moment de la vie de leur boîte, qui les ont refusées, et après le marché s'est complètement retourné. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, on en a un paquet quand c'était en 2021, au plus fort des valorisations d'entreprises, juste après le Covid, les VC avaient tous mis beaucoup d'argent, et il y a eu plein de propositions très alléchantes. Et puis, juste après, quelques mois après, il y a eu l'énorme crise dans la tech, des centaines de milliers de licenciements, les valos qui baissent divisés par 3, 4. Et ça avait atteint des multiples ridicules, notamment dans le logiciel. Mais si tu veux, il y en a un paquet qui l'ont regretté, quoi, qui se sont dit, en fait, là, je suis en grande difficulté, j'aurais pu me faire racheter, je sais pas combien. Ouais, mais... tu vois, nous, on reçoit régulièrement, très régulièrement, des propositions de rachat. Pour l'instant, on dit non. Et peut-être qu'on le regrettera infiniment. Peut-être que dans 6 mois, toi et moi, on est dans une tranchée, on ne sait pas où, et en fait, purée, on aurait dû vendre, quoi, tu vois. Je ne serais pas dans la tranchée. Et on ne serait pas dans la tranchée. Mais c'est un truc avec lequel je suis à l'aise. Tu vois. C'est... je pense que j'ai un côté joueur aussi. Je sais pas si c'est un côté joueur, et bon, là, on rentre dans de la psychanalyse, hein, mais je pense que j'ai un truc où j'aime bien, en fait, ce qui me drive quelque part, c'est quand les gens ne croient pas en moi. C'est marrant, t'as un moteur extérieur quand même, toi. Ouais. En fait, moi, le regard des autres m'importe. Alors, peut-être un peu bizarre, parce qu'il y a sur plein d'aspects, non, mais sur d'autres qui sont très fondamentaux, oui. Et en fait, plus les gens ne croient pas en moi, et plus je vais me défoncer pour leur prouver qu'ils auraient dû. Et donc là, tu vois, les gens qui disent ouais, mais en fait, on aimerait vous racheter. Je pense que quelque part, peut-être que c'est complètement lunaire comme interprétation, mais il y a une partie de moi qui interprète ça comme vous ferez bien de vendre maintenant. Bah non. Pourquoi ? Parce que t'as pas envie dans 3 ans de devoir nous mettre 4 fois le prix que tu nous proposes aujourd'hui, tu vois. Donc ouais.
C'est un truc, et évidemment, les chocs extérieurs, on les contrôle jamais. Mais pour l'instant, on est à l'aise, on a une bonne vision. De nouveau, on est rentable, on est bien rentable. L'influence, c'est un marché qui reste en croissance de fou. L'influence en Europe est un marché qui reste en croissance de fou. L'influence, c'est pas que des marques commerciales non plus. Tu vois, on accompagne beaucoup d'institutions, par exemple, politiques, gouvernementales, l'ONU, l'OTAN, etc. Et quelque part, c'est aussi des edges, tu vois, par rapport à la situation macro-éco et géopolitique. Parce que si demain, il y a vraiment une guerre ou n'importe quoi, la Commission européenne et tous les gouvernements en Europe, ils vont devoir mettre énormément en com pour, tu vois, continuer à communiquer, convaincre les populations et autres. Oh, ben, nous, on est plutôt bien placés, a priori. Donc, tu vois, de manière weighted risk, je trouve que ça va. Ok. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Du coup, c'est à combien, tu vois, que tu estimeras que le regard des autres n'est plus important et que tu sais de la boîte? La grande question. Je pense qu'il n'y a pas de réponse à cette question parce que tu me l'aurais posé il y a 2 ans, je t'aurais dit... tu me l'aurais posé il y a 3 ans, je t'aurais dit 10 millions. 10 millions de prix de vente? Ouais. Pas dans ta poche? On vend pour 10 millions. Incroyable succès. Sachant qu'aujourd'hui, toi et ton associé, vous avez chacun à peu près 40% des parts, ouais, je crois. C'est ça. Donc ça veut dire que si vous vendez 10 millions, donc tu en récupéreras 4 avant impôt. Ouais. Et donc en gros, 2,5, 3 net. Ouais, quoi. Net, ouais, c'est ça. Et tu vois, aujourd'hui, 10 millions, c'est le chiffre d'affaires qu'on va faire sur 2025. Donc il y a 2 ans, on était là, bon, bah, en fait, 20 millions, ça serait canon. En fait, 20 millions, c'est le chiffre d'affaires qu'on vise pour 2026. Donc aujourd'hui, moi, tu me demandes un chiffre, je te dis, ouais, 50 millions. 50 millions. Quelqu'un nous met 50 millions sur la table. Avis aux investisseurs dans la salle. Aux acheteurs. 50 millions sur la table, avec l'assurance que l'équipe reste, parce qu'il y a les conditions aussi, tu vois, derrière. Avec l'assurance que Bein reste et continue à vivre en tant que Bein. Et avec l'assurance que, en fait, Boris et moi, on ne soit pas enfermés dans le deal. Parce que quelque part, si je vends, c'est pas pour devenir l'esclave des acheteurs. Donc, il y aura forcément une période de transition, mais il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Le fameux earn-out. Ouais, exactement. Voilà, et si les conditions sont réunies, évidemment, je prends le Chécos. Ok. Voilà, bon, écoute, je vais essayer de réunir l'argent et je te recontacte dans quelques semaines. Ok, génial. Ok, donc en tout cas, pour l'instant, évidemment, tu te projettes. Tu veux pas perdre, donc ça, c'est intéressant. Un moteur de ne pas vouloir échouer. Ouais. Qui est. En tout cas, encore une fois, j'apprécie ton honnêteté. Moi, j'ai peut-être un jugement de ma part, mais j'ai tendance à penser qu'il faut essayer de, le plus possible, avoir des moteurs qui sont tournés vers soi. Parce que sinon, effectivement, ça peut être un peu infini comme truc, tu vois. Ouais. Mais en tout cas, visiblement, ça te donne la grinta, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus gros, l'échec que tu as le plus marqué dans les 5 ans ou les 8 ans là, de Bein, le moment où tu t'es dit c'était le plus dur? Il y en a eu plein. Il y a eu des défaites d'appels d'offres qui ont été horribles. Vraiment, ouais, j'arrivais plus à sortir de mon lit, quoi. Alors, vraiment, des trucs où, en fait, tu t'y mets tout ce que t'as. C'était des appels d'offres qui allaient aussi, tu vois, définir un peu Bein. Les montants n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui, donc forcément, le moindre appel d'offres auquel t'es invité, il prend toute une importance de fou. Et ouais, quand tu étais là, tu bosses pendant 3 mois, tu donnes vraiment la meilleure version de toi-même, et qu'en fait, la meilleure version de toi-même, elle n'est pas suffisante. Parce qu'in fine, un appel d'offres, c'est ça, c'est une comparaison avec d'autres. Et ben, c'est terrible. Alors que ça fait partie intégrante de notre métier, tu vois. Mais je pense que si, à partir du moment où tu commences à accepter trop facilement les défaites, c'est là où tu perds ton truc. Vraiment. Donc, de nouveau, tu vois, je n'aime pas perdre. Toi, vous en avez perdu quoi? 10 millions en cumulé? Ouais, on en a perdu 10 millions et ça nous a appris des trucs de fou. Et il y a des appels d'offres qu'on a perdus qui nous ont rien appris. Tu vois, c'était juste une défaite de merde. Mais c'est la vie. Comment on gagne un appel d'offres? Wow, si on avait la recette secrète, je serais pas là à te parler. Et je te la dirais pas.
Je pense que c'est une combinaison de plein de trucs. Dans l'influence, c'est une combinaison de bien comprendre les besoins du client, aller au-delà de ce qu'ils te disent pour éviter, tu vois, les biais, etc. C'est vraiment se focus sur la créa. Aujourd'hui, nous, on est convaincus que l'influence ne peut être que créative pour qu'elle soit génératrice d'impact et de résultats business pour nos clients. Donc, on est très, très fort là-dessus. Et puis, c'est une question de présentation, de comment tu exposes les choses, de storytelling. In fine, on est dans la com, mais nous, on doit faire notre propre com et raconter nos propres histoires en AO. Voilà, et puis avoir je pense, une vibe qui est vraie et qui est peut-être un peu rafraîchissante par rapport à d'autres agences qui sont beaucoup plus installées, mais donc aussi un peu plus encroutées. Nous, il y a beaucoup de gens, beaucoup de clients qui viennent nous dire en disant, on aime bien, vous êtes frais. Tu vois, vous apportez un truc, vous parlez pas forcément comme tout le monde, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas les mêmes réflexes, etc. Et ça, c'est trop cool. Et je pense que c'est intimement lié au fait que c'est notre premier métier, notre premier taf. On connaissait rien ni personne, ni à la com, ni à l'influence. Donc, il y a plein de trucs qui nous manquaient et qu'on a dû apprendre sur le tas. Mais il y a aussi énormément de bagages qu'on a en fait pas rapporté avec nous. En fait, on a vu que ça se faisait comme ça chez Havas ou chez Publicis. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire et donc on va le faire chez nous, tu vois. Ouais, vous avez réinventé vous avez inventé vos propres règles, quoi. Ouais, alors on a inventé certaines règles, on a appris dans la douleur d'autres règles, et puis après, c'est un mix, tu vois. Julien Laure, que je salue, de Théodo, qui sont très très forts pour les appels d'offres, tu vois, m'avait expliqué qu'en gros, les appels d'offres, soit tu sais, les appels d'offres, souvent, ils ont été créés pour quelqu'un. Ouais. Ils ont, par exemple, je sais pas, TF1, ils vont faire un appel d'offres qui est dédié à Accenture, par exemple. Ouais. Et donc, comme ils ont un contact interne, et après, c'est public et il y a des règles du jeu, etc. Mais du coup, globalement, tu as 20% de chance de gagner quand c'est ce truc-là, quoi. Donc, soit ça a été fait pour toi parce que tu as eu les bons contacts et auquel cas, tu fonces, tu déroules. Si ça n'a pas été fait pour toi, il me dit, notre stratégie, c'est simple, on fait des dingueries. Et donc, il faut être capable de trouver le contact du PDG, d'envoyer une lettre, de faire un premier MVP alors qu'on t'a rien demandé. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça, quoi. Il a 100% raison. C'est le syndrome du figurant. C'est-à-dire que ça, c'est vrai n'importe où. Il y a très, très peu d'appels d'offres qui sont égalitaires. Tu vois, où tout le monde a la même chance. Parce que c'est juste la vie réelle. Donc, personne ne part avec les mêmes chances. Et le syndrome du figurant, c'est que tu dois essayer très, très rapidement de savoir. Alors ça, en posant la question de manière un peu brute, mais les gens, ils n'aiment pas souvent dire que c'est oui ou non. Mais tu dois essayer très rapidement de savoir si tu es un personnage principal ou si tu es un figurant. Si tu es un figurant, soit tu te retires de l'appel d'offres, parce qu'en fait, tu es là parce qu'il faut remplir des CL, tu vois. Soit, comme tu l'as dit, tu dis, on est un figurant, mais il y a moyen que ça soit en fait un rôle qui nous fasse révéler au grand jour, mais on n'a rien à perdre. Tu vois, donc let's go. On va aller chercher le truc de zinzin. Si tu es un des personnages principaux, c'est trop bien, mais c'est une autre manière d'appréhender l'appel d'offres. C'est-à-dire que là, c'est plus à toi d'aller le gagner, c'est plutôt à toi de ne pas aller le perdre de nouveau. Tu vois, et donc, il y a cette phrase qu'on répète tout le temps et qu'on demande à chaque candidat qui nous rejoint, et donc je ne te donnerai pas la réponse ici, mais c'est est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu préfères avoir raison? Oui, je me doute quelle est la réponse. Tu vois. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'un appel d'offres où vous étiez comme ça figurant et que vous avez réussi à gagner, et comment? Ouais, il y en a eu. Le dernier en date, je ne vais pas dire l'annonceur parce que j'ai pas envie de créer des problèmes potentiels, mais un des très 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 gros appels d'offres qu'on a gagné là en fin d'année dernière, on était un figurant. On était un figurant, mais on y est allé, tu vois. On savait qu'on était un figurant qui avait une chance, et on y est allé et on a fait notre sauce et la sauce a pris de fou. Et donc, on a gagné. Et ça, c'est encore plus beau comme victoire, quelque part. C'est de dire, on n'était pas censé gagner et on a gagné. Ouais, c'est clair. Et comment tu sais que t'es un figurant, d'ailleurs? Ce qui est très marrant avec cet appel d'offres en particulier, c'est qu'ils ne nous l'ont pas dit. Ils nous l'ont dit à la fin. Ils peuvent te le dire, parfois? Parfois, ils te le disent. Tu vois, parfois, tu demandes un peu, OK, il y a qui en face?
soit ils te le disent pas et donc bah, tu es dans le flou, soit ils te le disent et donc tu peux un peu savoir, tu vois, ah ok, où est-ce qu'on se place un peu sur le ranking a priori. Mais là, ils nous l'ont pas dit. On sentait un peu parce que c'était un appel d'offres qui était un peu en dehors de nos zones de confort, vraiment, ne serait-ce qu'en termes de taille, en termes de responsabilité, de charge de travail, etc. etc. Mais ils nous l'ont dit au moment où on a gagné, en fait. Ils nous ont dit, félicitations, incroyable, et by the way, vous étiez un peu notre dark horse, quoi. Tu vois, un peu le pari, on était là, bon, on verra. Et puis, let's go. C'est quoi qui les a le plus convaincus? La créa. La créativité. La créa, ouais. La créa. Créativité ou création, enfin. Créativité. Okay. Voilà, la manière dont on allait appréhender les campagnes, ce qu'on avait demandé aux créateurs de faire, etc. Ok. Ouais. Trop stylé. Voilà. Donc il y a les défaites d'appel d'offres, et après il y a plein d'autres défaites. Il y a les défaites de. Tu vois, on rentre dans des compétitions d'awards et en fait on gagne pas. Il y a des défaites de. Des gens avec qui on a arrêté de collaborer, des membres d'équipe, pour des raisons. Enfin, la vie a fait que, mais. En tout cas, on l'a vécu un peu à un moment comme une défaite. Il y a la défaite, alors qui est très intime avec Boris, mais on s'est mis des objectifs et on les atteint pas. Tu vois, parce que quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression que la courbe elle est folle et qu'en fait on cartonne. Il faut savoir que nous, jusqu'à l'année dernière, on n'a jamais atteint un seul objectif. Parce que vous fixez des objectifs sur la Lune, vous. Ouais. Donc, et donc à chaque fois, c'est un truc de purée. Mais vous faites combien de en fait annuellement t'as rapporté après en moyenne, vous faites combien de croissance par an? Ouais, on fait 132% de croissance annuelle. 130 en moyenne sur les 5 dernières années. Mais c'est énorme. Ouais. En fait, on a multiplié par 24. Les 2 premières années de la boîte, c'est assez normal dans plein de boîtes, mais au bout de 4-5 ans, quand t'as dépassé les 2 ou 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme en fait. Ouais. Et tu vois, le gap qu'on a fait, c'est on a fait 3,6 à 6,5, quasiment 100% de croissance, 80 quoi. Et là, de nouveau, on va faire 6,5 à, on l'espère, 12. Quasiment de nouveau 100% de croissance. Et c'est normal que ça ralentisse un peu en termes de pourcentage de croissance. Mais oui, c'est normal. En même temps, quand tu regardes en absolu, c'est-à-dire que là, on va devoir cette année rajouter encore 6 millions d'euros. Et oui, c'est pour ça. En plus, tu vois. mais pourquoi vous mettez des objectifs aussi ambitieux? Parce que c'est ce qui nous fait kiffer. Tu vois, et que parce que c'est tellement dur, parce qu'on bosse de fou et tout, il y a un moment, il faut qu'on kiffe. Et nous, notre kiff, c'est de se mettre des objectifs de zinzin et d'essayer de tout faire pour les atteindre. On n'a pas envie d'être plan-plan. Mais ça, c'est parce qu'on a été nourri à l'entrepreneuriat, à la Startup Nation, qu'à la base, quand on a lancé Beanfluence, on ne voulait pas lancer une agence d'influence, on voulait lancer une startup. Tu vois, que donc startup égale croissance de fou. Et il y a beaucoup d'agences maintenant en France, en Belgique et tout, qui nous disent, mais pourquoi vous êtes comme ça? Nous, quand on a lancé notre agence, on était là, 10% de croissance par an, c'est fabuleux. Nous, on était là, nous, 10% de croissance par an, en fait, c'est un projet qui ne mérite pas d'être vécu. Tu vois, parce que Facebook, parce que toutes les histoires qu'on nous raconte à longueur de journée dans l'entrepreneuriat, quoi. Ouais, donc en fait, tu as été biberonné à cette culture de la croissance, de l'accélération, très Startup Nation. Et pour toi, c'est ancré, c'est ta façon de gagner, c'est dans ta culture. Toi, ta famille, vous êtes très sport, ou toi, tu as toujours été sportif ou... J'ai été très sportif petit jusqu'à l'adolescence, enfin jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait énormément de sport. Et puis après, de mes 18 à mes 23 ans, le seul sport que j'ai fait, c'était le lever de coude. et après, j'ai pas fait de sport parce que mon sport, c'était Bean. Tu vois, c'était déjà tellement intense et que ça prenait tellement de temps et on bossait tout le temps. Il n'y avait pas de vacances, pas de week-end, pas de soirée, peu de soirées. Voilà. Et là, maintenant que j'arrive sur mes 30 ans, forcément, qu'est-ce que je fais? Comme tout le monde, je me mets à courir. Tu vois, je retourne à la piscine pour nager, etc. Donc là, je m'y remets, ouais. Mais t'as pas l'impression de passer, je te provoque encore, mais t'as pas l'impression de passer à côté de ta vie quand même, à bosser autant et... Bon, après, c'est vrai, tu vois, t'as pas encore d'enfants, tu en veux? Ouais. Tu vois, t'as pas l'impression de passer à côté de ta vie? Non. Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que je fais beaucoup de trucs. Est-ce que je fais tout ce que j'aimerais faire? Non. Mais c'est un choix, tu vois, très conscient. Et en fait, le fait de passer beaucoup de temps sur Bean m'apporte intimement beaucoup de trucs aussi.
tu vois. Et il y a ce côté de envie de réussir, pas envie de perdre, me montrer à moi-même que j'y arrive. Et puis, ben, c'est peut-être aussi naïf, hein, et on verra si je me tape pas le mur de la dépression ou du vide le jour où on vend. Mais le jour où on vend, normalement, et je touche du bois, le prix de vente fera en sorte que si j'ai envie de plus rien faire, bah, je ferai plus rien. Tu vois. Et souvent, les entrepreneurs qui ont vendu et qui font une dépression, c'est parce que justement, ils avaient rien prévu derrière et qu'ils avaient complètement confondu leur identité avec celle de l'entreprise. Donc, du coup, ils ont l'impression de n'être plus rien. Ils ont perdu ce statut, tu vois. Ouais. Toi, tu penses que ça pourrait t'arriver? Je pense pas parce que j'ai déjà, tu vois, j'ai cette envie de relancer quelque chose dans la santé. Donc, si je me sens vide à la fin de Bean, ben, je relancerai juste plus vite. Et ensuite, je pense qu'au début, vraiment, ma personnalité, c'était Bean. À un moment, et je pense que tu es obligé de passer par là en tant qu'entrepreneur. Quand tu lances un projet, tu dois te mettre à 110% dedans et tu dois ressentir en fait aussi cette crainte et cette douleur de quand la boîte échoue, c'est moi qui échoue. Parce que ça te pousse à pas échouer, ou en tout cas à moins échouer, et à te battre vraiment au maximum. Parce que si tu cares pas, à la première défaite, t'arrêtes. Mais là, maintenant, tu vois, ça change. Déjà, avec ma copine, enfin voilà, ça m'aide. Je regarde beaucoup de sport. J'en fais moins, mais je regarde beaucoup de sport. J'adore passer du temps avec mes amis. J'adore passer du temps avec ma famille. Et c'est des bulles, en fait, d'air où, tu vois, ma mif, mes meilleurs amis et tout, on parle peu de Bean, tu vois. Et donc, ça me montre aussi à moi, consciemment ou inconsciemment, que je ne suis pas Bean. En fait, je suis Thomas, avec ses envies, ses passions, ses peurs, ses craintes, qui sont en dehors de mon entreprise. Ok. Et aujourd'hui, donc, c'est quoi la moyenne d'âge dans ta boîte? Eh ben, c'est aux alentours de 30 ans. Ah, quand même. Ouais, parce qu'on a toute une partie de l'équipe qui a entre, allez, on va dire 21 et 30 ans. Et on a toute une partie de l'équipe qui a entre 30 et 45 ans. Ton plus vieux salarié, il a 45 ans? Une de nos plus vieilles membres d'équipe... Plus vieille, horrible, je vais me faire allumer après au bureau. Ouais, c'est clair, Non, expérimentée, à pas loin de 50. Plus de 45. C'est quoi son rôle? Elle est... après, tout le monde va savoir. Elle est client director. Client director, oui, Ouais. enfin, c'est... Ouais. Ok, directrice client, d'accord. Donc, Ouais. elle amène l'expérience aussi de bien connaître les clients, d'avoir un réseau peut-être aussi, elle. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, on a des gens qui ont donc 47, 42, 36, 35, 33, 32. Pas mal, tu connais tous les âges par cœur. Ouais, presque. Attends, mais donc toi, t'as 29 ans. J'imagine que ces gens-là, parfois, ils sont arrivés même quand t'avais entre 25 ou 23 ou 24 et 29 ans. Eh ben, tu vois, une des fois où je me suis senti le plus à poil et sans filet, c'est quand on a recruté donc Véronique, qui est notre client director. Qu'on salue. On salue, que j'embrasse de fou. Qui est arrivée, donc elle avait quasiment 45. Boris et moi, on devait en avoir 25, 24. C'était notre 3e employé. Et là, on s'est dit... Mais non. Ouais, et là, on s'est dit, elle est arrivée le premier jour au bureau, et on s'est dit, purée, donc là, on doit manager Véronique. La falaise vertigineuse. Et là, on s'est vraiment regardé, et on s'est dit, mais c'est pas possible, en fait. Qu'est-ce qu'on fait, tu vois? C'est ta mère, quoi. Ouais, presque. Enfin, wow. Et ouais, mais comme ça a été dès le début, ça nous a tout de suite libérés aussi de quelque chose. Et je pense qu'une des plus grandes chances qu'on a eues, c'est de ne pas avoir été bloqué par ce genre de considération. Tu vois, et de se dire, en fait, si la 3e employée, c'est Véronique, et qu'elle a quasiment 2 fois notre âge, et qu'en fait, elle reste, elle n'est pas partie au bout de la première semaine, ni au bout de la 2e, ni au bout du 3e mois, et que là, elle est encore chez nous après 5 ans, c'est qu'il y a des choses qu'on doit bien faire, même si on n'a jamais managé avant. Et donc, ça nous a permis de nous dire, si ça marche avec Véronique, ça peut marcher avec d'autres. Et donc, ça peut marcher avec Gilles. Et donc, ça peut marcher avec Jérôme. Et donc, ça peut marcher avec Christophe, tu vois. Et d'avoir des gens expérimentés, c'est un des facteurs déterminants de notre succès. Tu vois. C'est fou. Et attends, je reviens quand même sur ce moment-là, mais Véronique, qu'est-ce qu'il lui a parlé déjà de vous voir là, vous deux
de Tintin là, qui sort d'école de commerce. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête, Véronique? C'est un des grands mystères de la vie. Vraiment, elle le dit à chaque fois qu'on en parle. Elle dit en fait, vous avez pris un pari sur moi, comme moi j'ai pris un pari sur vous. Et il y avait une chance sur deux qu'en fait, au bout de 3 mois, je me disais c'est n'importe quoi ici et je parte, tu vois. Mais elle croyait en notre ambition. Je pense qu'elle a kiffé la vibe de jeune, on sait pas ce qu'on fait, tu vois, on est hyper naïf quelque part, donc pas de politique, pas de considération, c'est très très transparent, on se dit les choses comme elles sont, etc. Et après, elle a vu que ça marchait aussi, tu vois. Et je pense que les gens, ils kiffent rester dans des boîtes qui fonctionnent. Et nous, c'est aussi, je pense, une des raisons de pourquoi les gens restent, pas seulement parce qu'ils nous aiment bien et qu'on est sympa, tu vois, c'est parce que ça cartonne. Les gens, ils aiment rester dans des trucs où ça cartonne. Donc, Et ça a été quoi Enfin, tu vois, ça a été quoi ta façon de manager et c'est quoi ta façon de manager aujourd'hui? Déjà, je suis intéressé de voir l'évolution, tu vois. Des gens plus expérimentés, comment tu gères ça? Alors, c'est marrant parce que je pense que j'ai pas de façon de manager. C'est-à-dire que je parle à l'équipe comme je parle à mes amis. Alors, évidemment, avec une distance un peu différente, d'un point de vue personnel, etc. Mais on n'a jamais eu de rapport hiérarchique, très rarement, même si de facto il y a une hiérarchie. Donc à la fin, quand on prend une décision, c'est nous qui la prenons, on l'assume et voilà. Mais on a toujours été dans la communication. Et en fait, on s'est jamais pris pour ce qu'on n'était pas. Tu vois, et Véronique, et Gilles, et toutes les personnes qui sont plus âgées que nous, dès le premier entretien, on leur a dit, nous, voilà nos âges, notre première expérience pro, et on sait à moitié pas ce qu'on fait. Tu vois, et voilà, vous devez être au courant de ça. Et on va être là pour apprendre aussi de vous. Et je pense que de manière directe et indirecte, on a énormément appris de la manière dont nos membres d'équipe plus âgés se comportaient, tu vois, et parler aux autres, et nous parler à nous, et les questions qu'ils nous posaient. C'était en mode, ça c'est des questions qui comptent pour eux, donc c'est peut-être des questions qui vont compter aussi pour les autres membres d'équipe, donc on réfléchit à des réponses construites, etc., etc., tu vois. Et donc on a toujours été dans un dialogue et vraiment sur un pied de quasi-égalité, et on n'a jamais essayé de dire à Véronique, en fait, nous on connaît l'influence, on est les boss, et donc tu nous écoutes, et tout ce qu'on dit, tu dois le prendre pour argent comptant. Non, on a toujours dit, et encore aujourd'hui, il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas vraies ou pas bonnes ou whatever, les employés, ils nous rentrent dedans, tu vois. J'adore. Enfin, c'est une qualité, je trouve, tellement importante chez un leader d'être capable de laisser la porte ouverte à la remise en question. Ouais. J'ai tellement vécu l'inverse, quoi. Apparemment, il faut être capable de se prendre les murs dans la gueule, de prendre la vérité en face. Et c'est ce qui va faire grandir le collectif, le CEO. Enfin, tu vois, c'est super important, quoi. De ouf. Et tu vois, je trouve qu'il y a plein de startups qui recrutent des C-level stars un peu trop tôt. Justement, des gens qui vont tout automatiser, tout structurer, tout rendre beau, amener avec leurs expériences parfois de cabinet de conseil, etc. Ouais. Mais du coup, au résultat, ils font pas une vente et ça fout la boîte en l'air. Tu vois, il y en a plein des exemples comme ça. Comment tu t'es assuré que ce soit pas le cas pour les différentes personnes expérimentées que tu prenais? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais recruté de C-level. Jamais. C'est-à-dire que les gens qui sont équivalents C-level, c'est des gens qui sont depuis longtemps chez nous et qui sont montés avec la boîte. Comment est-ce qu'on s'est assuré que c'était pas le cas? Il y avait des objectifs, tu vois, très clairs. Et nous, on est un peu à la méthode armée prussienne, où on va jamais te dire comment faire les choses. Mais par contre, on a des points d'étape très importants à atteindre. Tu vois, et donc le critère quantitatif de chaque évaluation, c'est est-ce que tu as atteint ou dépassé des objectifs, tu vois. Et si c'est oui, la manière dont tu y arrives, du moment qu'elle n'est pas hors la loi et qu'elle pose pas de problème aux autres membres d'équipe et aux clients, vas-y, tu vois. On n'a pas de template de prêts. Chacun fait ses prêts un peu comme il veut, par exemple. On n'a pas de template de mail, on n'a aucune séquence de mail. On n'a pas de canaux définis de comment tu vas chercher tes nouveaux clients. Tu vois.
Donc voilà, on laisse la liberté aux gens et je pense que c'est aussi ce que les gens kiffent chez nous. Mais par contre, faut délivrer. Et donc comment on s'est assuré qu'il délivre? Juste en regardant qu'il délivrait. Ok, du coup, c'est quoi ta façon de vérifier ça? C'est des KPIs? Ouais, c'est des KPIs, c'est des chiffres. On est sur un business qui est in fine que des chiffres. Hein. C'est les résultats de la campagne, les résultats des ventes, la marge brute, etc., etc. Tu vois, donc tout est facilement, entre guillemets, quantifiable. Voilà, on regarde, on compare. Mais attends, et là tu me disais, tu vois, quand tu me dépeins ce tableau-là, je me dis, mais tout a l'air tout rose, la boîte, tout le monde est merveilleux, il y a des vieux, des jeunes, c'est une expérience sociale, tout le monde est chaud et tout. Il y a bien des gens qui n'ont pas performé, il y a bien des gens que t'as dû licencier, tu vois, dont tu as dû te séparer, non? On a dû se séparer, j'aime pas le terme licencier, mais on a dû se séparer de 2 personnes. C'est tout. En quasiment 6 ans. Et je pense que ces 2 personnes où il y a eu certainement un quiproquo de notre côté par rapport à nos attentes. Tu vois, sur la manière justement d'atteindre. Il y avait des objectifs à atteindre et on laissait un peu la manière à chacun. Et ces 2 personnes ont eu des manières qui sortaient du cadre, vraiment. Et qui en plus n'apportaient pas de résultats. Pas suffisamment de résultats. Donc à un moment, on s'est dit, il vaut mieux arrêter, aussi bien pour nous que pour eux. Les 3-4 autres personnes qui sont parties, c'était vraiment plus des changements de carrière. Tu vois, genre, je veux partir explorer le monde, et si je le fais pas maintenant, je le ferai pas. Donc vas-y, j'y vais. Et t'as bien raison. Ouais, on est trop Après, content. ça On est trop content pour toi. Ouais. Qui reviennent après. Ouais, c'est ça. Donc ouais, non, il y a eu très très peu, comme je te dis, que 2. Et tu arrives à plus le vivre, en tout cas personnellement, parce que tu disais que tu avais tendance à. Déjà, on sent que tu es très attaché à l'équipe et au fait d'avoir un succès collectif. Ouais. Que le regard de l'autre aussi est important pour toi. Donc, en réalité, c'est le cas d'un paquet de managers, un paquet de dirigeants. Mais du coup, tu arrives à te détacher de ça et de ne pas vivre comme un échec maintenant, le fait de quelqu'un parte potentiellement, le fait que tu auras peut-être des départs dans le futur. Ouais, plus, mais parce que c'est un travail tu vois, c'est un travail continu et en vrai, aujourd'hui, quand quelqu'un me dit j'ai envie de partir faire le tour du monde pendant 12 mois, je vais pas commencer à faire le mec toxique en disant pourquoi tu nous abandonnes ou je sais pas quoi. Non, t'as raison, vas-y, va vivre ta vie, tu vois, évidemment. Et après, je pense qu'il y a un truc, de nouveau pour être à poil et sans filet. Et mine de rien, à 45, c'est plus compliqué d'avoir des liens directs avec tout le monde. Et en plus, quand l'équipe est répartie dans 2 bureaux. Je pense qu'il y a des liens extrêmement forts avec toute entre guillemets, la première génération de membres d'équipe. Aujourd'hui, avec ceux qui arrivent, tu vois, ou qui sont arrivés là, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a forcément moins de liens. Donc, est-ce que ça me touchera moins le jour où il y en a un ou l'autre qui décide de partir? Je pense que oui, tu vois. Il faut être pote avec ses salariés, tu penses? Non. Il faut pas être pote. Mais... Non, il faut pas être pote parce que tu as quand même une posture à garder. Tu vois, et voilà, que ça soit vraiment conscientisé ou non, les gens te regardent. T'es un exemple, alors tu peux être un bon exemple, un mauvais exemple, t'es pas obligé d'être systématiquement un bon exemple. Mais les gens te regardent et être fondateur ou cofondateur d'une entreprise, ça va impliquer forcément de faire des choix difficiles à un moment. Et je pense que c'est plus facile de faire ces choix difficiles quand t'es pas trop biaisé par rapport aux implications et aux conséquences sentimentales de ces choix. Par contre, je pense que c'est complètement hors sol de vouloir être séparé de son équipe. Non, nous on n'a pas de bureau, on est tous en open space. Les after-work, certains j'y vais, à d'autres pas. En fait, c'est une question de trouver un bon équilibre. Il faut laisser des moments seuls à l'équipe, où t'es pas là, où les gens ils peuvent parler, ils peuvent bitcher un peu s'ils veulent, ils peuvent dire des trucs qu'ils diraient pas devant toi, etc. C'est normal, il faut que ça vive, c'est très bien. Mais par contre, il faut pas que l'équipe sente que t'en as rien à faire.
et qu'en fait, elle n'est pas considérée ou que tu ne les considères pas. Donc voilà, me mettre, boire des coups avec l'équipe jusqu'à 4h du mat pendant un team building, oui, avec grand plaisir. Mais voilà, tu vois, je leur pose peu de questions sur leur vie perso. En fait, j'attends que ça vienne d'eux. S'ils ont envie d'en parler, je serai toujours là. S'ils n'ont pas envie d'en parler, c'est pas moi qui ai commencé à mettre mon nez dans leurs affaires, c'est pas mes amis, tu vois. Ouais, c'est bien que ce soit. C'est bien que tu utilises le terme, c'est pas parce que moi je trouve que je t'ai posé cette question aussi parce que dans la Startup Nation, il y a vraiment ce côté où et notamment sur des jeunes dirigeants, tu vois, qui ont du succès, ce côté la boîte c'est une famille, tu vois. Ouais. Moi, j'ai tellement connu aussi dans une première expérience où la boîte est une famille, jusqu'à ce que, en fait, bah, tu dois virer ton associé, tu dois virer un membre historique. En fait, tu vires pas des membres de ta famille. Ouais, tu vois. Donc, exactement. les mots ont un sens. Enfin, ça peut arriver dans certaines familles, mais bon, au global, c'est pas trop ce que tu fais, tu vois. Non, et puis, faut arrêter avec cette dinguerie de on est une famille. Frère, moi, ma famille, je les aime plus que tout au monde. Wow, heureusement que je bosse pas avec eux tous les jours, tu vois. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Tu choisis pas ta famille. Ouais. Tu choisis les gens avec qui tu bosses. Après, je pense que tu as jeune et jeune. Aujourd'hui, à 29 ans, après 6 ans d'aventure entrepreneuriale, j'ai ce recul. Je pense qu'il y a 5 ans, quand on a recruté Lisa, quand on a recruté Jérôme, etc., qui sont toujours chez nous, et qu'on avait 25 ans, et qu'en fait, au bureau, on n'était pas 45, on était 4, forcément qu'il y a un autre lien qui se crée. Ouais, je comprends. Je suis en train de regarder mon téléphone pour regarder s'il n'y a pas une petite question qui me vient. Tu vois, moi aussi, je suis très transparent. De quoi tu es le plus fier, au global? Wow. Au global, donc Orbin également. Oh bah tiens, t'as qu'à répondre aux deux alors. Merde. Je pense qu'au global, ce dont je suis le plus fier, c'est les relations que j'ai réussi à garder et à entretenir avec ma famille et avec mes meilleurs amis. C'est un truc vraiment où je suis trop content. Donc j'ai un petit frère, une petite sœur que j'aime plus que tout au monde. Et mes parents, évidemment, également. Comme on est une famille diplomate, voyageurs, etc., on est un peu éclaté aux quatre coins du monde. Mais on a toujours un lien indéfectible et c'est un kiff, quoi. C'est un kiff de fou. Quand je vois le nombre de potes qui disent ah ouais, moi, mon frère, ma sœur, on s'entend pas trop, on a perdu un peu le lien et tout. Moi, pas du tout. Et ça, vraiment, merci, quoi, parce que trop, trop bien. Et mes amis, parce que énormément de mes meilleurs amis, c'était avant Bein. Et donc, ça me permet de garder un truc qui est vraiment, je sais que c'est 100% vrai. Tu vois. Et je pense que, alors c'est un truc dont on n'a pas du tout parlé, mais au plus tu connais le succès, en tout cas d'un point de vue extérieur, et au plus tu as des gens qui commencent à vouloir graviter, tu vois, autour de toi, etc. Et donc, au plus, tu peux te poser des questions de, mais pourquoi est-ce qu'ils sont là? Moi, je sais très bien pourquoi mes potes, ils sont là. Et ça, c'est aussi un truc dont je suis hyper fier quelque part, c'est que j'ai pas de potes qui m'ont dit ouais, ok, en fait t'es devenu un connard et on n'a plus envie de traîner avec toi. C'est pas mal, c'est une bonne réponse. Parce que tu vois, je trouve qu'il y a deux trajectoires possibles là-dessus. Je pense à David Laroche, tu vois, qui a été membre du club Bootstrap pendant 2 ans et que je connais bien maintenant. Et lui, il a vraiment fait un reset dans sa vie, tu vois. Et il a tellement changé personnellement, parce que de toute façon, il s'est tellement intéressé au coaching, à devenir coach. Et puis il a une image médiatique particulière qu'il a beaucoup développée, etc. Lui, il m'a dit, mais voilà, et je pense que j'ai plus que une toute petite poignée de potes d'enfance. Faut voir, j'en ai plus du tout, quoi, en fait. Tu vois, parce qu'il a été assez impitoyable sur le fait que si les gens n'ont pas la même exigence, notamment sur le plan professionnel, bah en fait, et que du coup, que potentiellement il le tirait vers le bas parce que bah, effectivement. Il a un métier très attiré ou très public où en plus on se foutait pas mal de sa gueule pour son image, etc. De coach, tu sais, en France on adore faire ça en plus. Il s'est dit non, mais moi j'ai aucune énergie à consacrer à des gens qui pourraient un peu me vanner, enfin parce qu'on est potes et me vanner et pas à chercher à juste être soutien, tu vois. C'est marrant. Moi je trouve que la vanne c'est un des plus gros soutiens que tu puisses recevoir. J'ai mes potes, ils me vannent tout le temps. Mais je sais que c'est bienveillant. Tu vois, et je sais qu'ils sont hyper contents pour moi
pour Bein, mais pour revenir à ce dont on parlait avant, c'est aussi une des ancres qui fait que je sais que Bein, c'est pas 100% de ma vie, tu vois, et c'est pas 100% de moi. C'est que mon frère et ma sœur et mes parents, demain, Bein arrête d'exister, ça va rien changer pour eux, tu vois, et ils seront là pour me soutenir. Et mes potes, c'est exactement la même chose, tu vois. Et donc, évidemment, qu'ils me vannent, et je suis trop content qu'ils me vannent. Heureusement qu'on a encore cette liberté entre potes de se vanner, tu vois. Et moi, j'en ai rien à faire de l'ambition professionnelle de mes potes. Je suis pas là pour ça, tu vois. Je suis là parce qu'ils sont qui ils sont. Et que des amis que je connais depuis que j'ai 6 ans, on a un groupe de potes de l'école, on se connaît depuis qu'on a 6-7 ans. Donc ça va faire, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. On a des chemins de vie qui sont radicalement différents. Et quelle richesse! Ouais, Tu vois, bien sûr, et bien ça sûr. te permet de des fois, hop, tu sors de tes œillères, tu sors de la tête de ton guidon et tu dis, ah ouais, mais en fait, la vie, ouais, c'est pas que Bein, tu vois, et c'est pas que mon prisme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je considère que sur l'amitié, en fait, l'historique, enfin, tu vois, la loyauté est extrêmement importante et ça apporte tellement dans la vie d'avoir. Ah ouais. Moi aussi, mes amis qui sont de très longue date, tu vois, j'ai des potes vraiment d'enfance. Et du coup, alors, à la fois, comme tu dis, tu sais pourquoi ils sont là et puis en même temps, tu avais partagé tellement de choses que c'est à chaque fois des petits moments de lien, des petits moments Ouais. de confiance qui se sont créés et c'est super. À la fin, c'est des gens qui te connaissent aussi très bien et qui Ouais. peuvent aussi te ramener sur Terre. Exactement. Mais maintenant, moi, je m'autorise aussi à si la relation. En tout cas, je ne garde pas l'historique comme seul critère pour Non. rester pote. Tu vois, ça m'est déjà arrivé là, récemment de me séparer d'un ou deux potes proches, vraiment proches même, parce que la relation était, je trouve, mauvaise, voire toxique, tu vois. Ouais. Et qu'en fait, ça a été dur, hein. Mm. Je me suis dit, non, 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 attends, dans ma vie, là en plus j'ai des enfants, tu vois. Ouais. Je me dis, mais là, j'ai déjà pas beaucoup de temps à consacrer ailleurs qu'à ma famille, tu vois, parce que surtout dans cette période-là. Je me dis, mais il faut vraiment que je consacre avec les gens que j'aime le plus et qui m'aiment le plus aussi en retour, quoi. Ouais. Donc je trouve qu'il faut être assez. Enfin, tu vois, on doit pas l'amitié ni l'amour d'ailleurs à qui que ce soit, hein. Non, c'est clair. Et évidemment que, heureusement qu'on peut mettre fin à des relations, mais je n'ai jamais mis et j'espère ne jamais mettre fin à une relation à cause de mon statut, entre très très gros guillemets, pour ceux qui ne regardent pas la vidéo, professionnel. Tu vois. Jamais de la vie, j'espère arriver à devoir dire à quelqu'un, oh ben en fait, je trouve que t'es pas un assez fort soutien pour mon aventure actuelle, donc ciao. Non, non. Tu verras hein, quand tu seras multimillionnaire si les regards changent. Je le verrai. Ouais, je le souhaite pas. Ok. Écoute, pour terminer cette interview, Thomas, est-ce que en résumé, c'est quoi pour toi être un bon leader? Et un bon, peut-être même, j'aurais dit jeune leader. Je pense qu'être un bon leader, c'est montrer l'exemple. Et montrer son côté aussi, tu vois, vulnérable. Et accepter la remise en question. Et accepter les critiques. Ça ne veut pas dire que tu prends toutes les critiques au pied de la lettre, mais en tout cas, tu les entends et peut-être ça va te faire mouliner et ça va te faire changer d'avis. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui est arrêté sur ses idées, parce que tout est fluide dans ce monde, donc il faut être en capacité de l'échanger. Et donner voix à tout le monde. Et de nouveau, c'est pas parce que tu donnes voix à tout le monde que tu dois écouter tout le monde. Mais en tout cas, tu te dois d'avoir plusieurs sons de cloche. Et tous les leaders que je regarde ou que je connais, qui sont autrement meilleurs que moi, ils ont ça, ils ont cette capacité. T'as eu des mentors? Et est-ce que t'es un mentor des gens que tu connais ou ou tu vois même que tu ne connais pas, hein, mais tu as des gens que tu admires et qui te permettent de tracer une voie pour toi? Ouais, ben il y a enfin nos deux grands mentors, mes deux grands mentors que je connais qui sont dans le conseil d'administration, c'est Nicolas Debré et Claire Minck. Nicolas Debré qui est un entrepreneur qui a lancé également, enfin cofondé une des premières agences digitales en Belgique, qu'il a revendu ensuite à un très grand groupe. Donc lui, il a vécu tout ce qu'on est en train de vivre et il a des conseils inestimables et précieux. Et il nous suit depuis le tout début de l'aventure. Donc vraiment, il a tout vu. Et Claire Minck, c'est la CEO de B-Angels, qui est le club de Business Angels belge, qui a investi chez nous lors de la levée et qui, elle, est top et a un point de vue très vaste. Et donc, nous permet aussi de ne pas être juste dans notre ligne d'eau à pas regarder à côté. Et donc ça, d'un point de vue pro, ouais, incroyable. Incroyable. Génial. Bon. Voilà.
Bah, merci Thomas pour cet Bah, échange merci beaucoup, Matt. inspirant, authentique, à poil. Il fait chaud, hein. Il fait chaud, hein, ouais, il fait 30 degrés. Si on faisait 1 heure de plus, à mon avis, on enlevait les t-shirts, quoi. C'est clair. Mais merci beaucoup pour les questions et l'échange très cool. Et puis, il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, donc je te laisse me réinviter. De toute façon, on fait un épisode dans 1 an, c'est sûr. Vas-y, trop bien. À Merci, bientôt, Thomas. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.